Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié à l'actualité des Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et vous pouvez aussi nous trouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à utiliser la chaîne YouTube pour nous laisser des commentaires et des questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec nous. Pour cette émission bilan, on va faire un bilan de mi-saison aujourd'hui. Je suis accompagné de Quentin. Salut Quentin, j'espère que comme moi, tu n'as pas du tout suivi le All-Star Game. Comme ça, tu as fait un bon break d'une semaine et là, tu es complètement reposé. Tu es prêt à débattre aujourd'hui dans ce podcast. Salut Barnes, salut tout le monde. Alors, j'ai suivi un petit peu le All-Star Game. Et chaque année, il y a une partie de moi qui espère avoir des dunks incroyables, mais bon, c'était pas encore le cas. Et puis le All-Star Game en lui-même, juste pour Kyrie, j'ai quand même regardé. J'étais un peu curieux du nouveau format, où j'étais plutôt content au début. Mais en tout cas, la pause de Mavericks fait du bien, j'ai envie de dire. Et assez étonnamment, j'ai hâte de retrouver nos Mavericks. Donc si vous avez écouté notre dernier podcast, vous savez ce que j'ai pu dire. Là, j'avoue que j'ai hâte de les retrouver. Donc, je suis très content d'être avec vous, en tout cas, pour en discuter aujourd'hui. C'est bien, il y a du progrès. Et toi, Nico, je sais que tu es un grand fan du Skills Challenge. Alors, comment s'est passée ta semaine? Moi, je suis un gros boomer, hein, donc forcément, le All-Star Game, nouvelle formule, il me faut du temps d'adaptation. Mais non, blague à part, je trouvais ça pas si mal, moi. Écoute, un peu de changement. J'ai kiffé Kyrie Irving, quand même. J'ai vu ce dunk qu'il nous met, il balance le ballon sur la planche pour claquer un dunk. Je savais pas qu'il savait encore faire ça. Donc, non, c'était. Écoute, moi, je suis comme Quentin. J'ai hâte que la saison reprenne. J'étais dans un meilleur mood que Quentin avant, mais j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Là, on a plein de choses positives à voir, j'espère. Et surtout, j'espère que les Mavs vont bien finir cette saison régulière. Alors ça tombe bien parce qu'on enregistre cette émission le 20 février et demain, c'est le premier match post-All-Star Break des Dallas Mavericks. Donc la saison reprend très bientôt. Ah non, oui, c'est demain pour les Mavs. Donc dans cette émission, on va faire un petit bilan de mi-saison. Les Mavericks ces dernières années nous ont habitués à faire des énormes changements au milieu de saison. Et puis cette année, c'est encore le cas. Donc c'est quand même difficile de regarder la première moitié et de faire des pronostics sur ce qui va se passer la deuxième, puisque en général les deux moitiés ne se ressemblent pas du tout. Mais quand même, ça va être intéressant de voir ce que vous avez pensé de cette première moitié de saison 2024-2025. Alors, je vais commencer avec une question très simple pour toi, Nico. Dallas est 30 victoires et 26 défaites. Ça, c'est leur bilan. 8e à l'Ouest. Comment est-ce que tu évalues? On va parler bien sûr des détails et peut-être qu'ils ont des petites circonstances atténuantes, mais comment est-ce que tu évalues cette première partie de saison? Mathématiquement, je dirais qu'on est assez loin quand même de ce qu'on avait annoncé. Je ne vous invite pas à réécouter l'émission, on avait fait nos pronostics parce que je pense que nous étions des grands enthousiastes, et moi le premier, à annoncer les Mavs dans des hauteurs vachement plus avancées et des positions, moi j'avais annoncé deuxième, donc là ils sont huitième. Donc j'ai légèrement l'impression de m'être pris les pieds dans le tapis. Après, à côté de ça, au-delà de la mathématique, comme tu l'as bien dit, il y a plein de raisons qui font qu'on en est là. Et on était très loin, lorsqu'on a fait notre émission de prévision de l'année, d'imaginer tout ce qui a pu se passer. À la fois, évidemment, en termes de changement de joueurs, d'échanges. Ça, je peux dire qu'il aurait fallu être sacrément fort pour deviner un peu le cataclysme qui s'est passé, mais aussi toutes les successions de blessures qu'on a pu avoir. Franchement, c'était un peu le scénario cauchemar. Donc, pour revenir à ta question rapido, les chiffres ne sont pas ceux qu'on attendait. Mais ça n'est que un peu plus de bilan de mi-saison, donc ça n'est pas fini. Donc on peut remonter. Mais Nico, je vais te reposer une deuxième question en fait. Oui, le bilan n'est pas ce qu'on espérait, mais est-ce que du coup, tu es déçu de cette de ces performances en première partie de saison? Je suis pas déçu fondamentalement parce que il y a plein de raisons qui font qu'on en est là. Évidemment, tu peux toujours dire ouais, on pourrait être plus haut, on pourra plus de victoires. Il y a des matchs qui nous ont échappé de pas grand-chose. Tu repenses au match contre la Nouvelle-Orléans. Je sais que Quentin il n'a pas encore digéré la faute d'arbitrage sur le double pas d'Inouïdi. Il y a plein de raisons qui font qu'on pourrait avoir 3-4 victoires de plus. Après, je ne le prends pas comme ça. On en est où on en est en fait. Je regarde devant, moi une nouvelle fois, je ne regarde pas derrière. Donc, ce qui m'importe plutôt, c'est ce qu'ils vont faire dans les 20 matchs qui arrivent là et leur capacité à remonter. C'est ça qui m'intéresse, moi.
En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a eu des signes, il y a eu plein de signes cette saison où on s'est dit, les Mavs, c'est une grosse équipe, ils ont quand même une chance de gagner, malgré leur classement, ils ont quand même une chance de gagner le titre, d'aller au moins en finale. Quentin, c'est pas si mal finalement. Quand on regarde de plus près, il y a plein de signes qui disent que cette équipe, elle est monstrueuse. Oui, ben, enfin, je pense que assez peu de monde ont quand même douté du fait que notre équipe, elle était capable d'aller très très loin et d'être très forte. Vous vous souvenez de quand on a fait les podcasts là où on avait enchaîné les 4 défaites de suite de une possession là, contre Phoenix, Golden State, Denver, enfin je sais plus exactement, mais on disait que en termes d'inquiétude, on était à 1 sur 5 ou 1,5 sur 5, et qu'en termes de frustration, on était à 4. C'est parce que c'était très chiant de voir ça, mais on avait quand même confiance dans notre équipe et dans notre effectif. Et d'ailleurs, après, on a enchaîné. Donc je pense que très peu de personnes, honnêtement, ont eu des vraies inquiétudes sur cet effectif, ce qui rend d'ailleurs le trade encore plus frustrant. Et un petit peu, je veux dire, pour équilibrer, après qu'on ait eu ces quelques défaites d'affilée, on a aussi bien carburé. Bien carburé d'ailleurs la plupart des matchs sans Luka Doncic, ce qui montrait bien que cet effectif est très complet, très puissant des deux côtés du terrain, et que il avait et il a de quoi aller loin lors de ces playoffs 2025. Un des thèmes de cette saison, c'est quand même les blessures. Il y a eu énormément d'absences et de joueurs majeurs, hein, même au-delà de Luka. Hein. Kyrie, il a raté des matchs, Lively, il en a raté plein. On est aujourd'hui avec un secteur intérieur complètement décimé. Vous avez déjà eu cette expérience de voir une équipe aussi meurtrie par les blessures? Ouais, moi, il y a un truc qu'on a sous-estimé, je pense, et avec le recul, on n'aurait pas dû. C'est malgré tout la longueur de la saison précédente. Je pense que tu le vois toujours sur les équipes qui vont jusqu'en finale NBA. Tu tires beaucoup, 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 beaucoup sur les organismes. Saison régulière, c'est déjà difficile. Tu t'enchaînes quand même des séries de playoffs. Tu vas jusqu'en finale NBA, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, hein. Mais tu payes parfois, pour pas dire souvent, un peu, du coup, la saison suivante, tu as quand même du mal à te reprojeter aussitôt, et l'organisme, il a un peu du mal, du coup. Donc, je trouve qu'on a. Je me trompe peut-être, hein, mais ma petite analyse, quand même, c'est que cette série de blessures, elle sort pas de nulle part non plus. Je pense que on a tellement tiré que, du coup, ça s'est payé aussi sur les organismes. Sur les blessures aussi, enfin, je pense, hein, une grande part aussi des fois de chance / malchance. Tu regardes les Celtics à côté, je trouve qu'ils sont quand même assez épargnés. Quand tu regardes toutes les autres équipes de la ligue, ils ont très très peu de blessés. Aucun parmi leurs joueurs phares, même des joueurs qui d'habitude se blessent souvent. Enfin, il y a eu Porzingis un petit peu, alors que les joueurs ont joué beaucoup. Ils étaient même aux Jeux Olympiques pour certains, etc. Il y a aussi un petit peu de malchance, je pense, voilà, il faut le dire. Chaque année, il y a des équipes, elles se retrouvent visées par la malchance. Je pense aux Pelicans cette année, qui pour moi sont les plus gros malchanceux de toute la ligue en termes de blessures. Voilà, des fois ça arrive. Les blessures. L'an dernier, c'était les Grizzlies. Oui, voilà. Enfin, oui, mais il n'y avait pas que les blessures. Ja Morant, c'est pas vraiment une blessure, il me semble. C'est plutôt les jeux au con. C'est un autre délire. Voilà, c'est un autre délire, un autre type de blessure au cerveau. Mais donc voilà, les blessures font partie de la vie de la NBA. Et il faut savoir, quand tu as des joueurs blessés, tenir le bateau avec les autres joueurs qui répondent présents, le next man up mentality, là, comme ils disent. Et donc, on a assez bien réussi à répondre à ça. On n'est pas largué dans la course au playoff, on est toujours dans les 8 premiers, alors que, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de blessés. Et tous nos joueurs majeurs, ils ont eu des moments où ils étaient blessés. Que ce soit Luka, Kyrie, PJ, Gafford, Lively et maintenant notre nouveau franchise player. Il n'y a pas eu une personne qui a été épargnée. Et ça, c'est quand même assez fou. On s'en sort plutôt bien et on espère vraiment que ça va nous laisser tranquille quand nos big men vont revenir, et maintenant qu'on a enfin récupéré Dante Exum, parce qu'on en a bien besoin. Après, ce qui est plus surprenant, c'est qu'on n'est pas dans une logique Tom Thibodeau. Enfin, je veux dire, on a quand même un coach qui fait pas jouer son 5 majeur 42 minutes. Donc, si les Knicks avaient perdu Bronson, Bridges et Karl Anthony Towns pour 30 matchs chacun, parce qu'ils ont tellement tiré Thibodeau que du coup ils sont sur le flanc, là c'est pas le cas. Donc écoute, t'as raison Quentin, c'est une part de chance. Je pense qu'il y a une partie aussi de fatigue, mais c'est un combo des deux. Et ce qui nous fait mal en plus, je trouve, c'est quand même que là, c'est la grande malédiction du secteur intérieur. Tu sais, tu peux un peu compenser, tu as un meneur, mais bon, tu as un meneur blessé, mais tu en as 2 autres sur le banc, ou tu as un pivot ou un intérieur. Sauf que là, c'est une concentration de blessures désormais sur les postes 4 et 5.
Donc là, ça nous fait très mal. Ouais, on le rappelle, sur les 5 derniers matchs, donc pas de Anthony Davis, pas de Derek Lively, pas de Daniel Gafford, pas de PJ Washington, pas de Dwight Powell. Ça fait beaucoup. Et on a tradé Maxi Kleber, donc on n'a vraiment plus personne à mettre sur le poste de pivot. Malgré tout, les Mavericks réussissent l'exploit, à mon avis, de gagner 4 sur les 5 derniers matchs, avec des équipes B, voire des équipes C, des two-way players. C'est un peu le thème. Ils ont survécu. On s'attendait vraiment pas à ce qu'ils gagnent ce genre de match, et ils ont réussi à en accrocher beaucoup cette saison, et c'est pour ça qu'ils sont 8e. Donc finalement, c'est un bon bilan en fait. 30 et 26 et 8e à l'Ouest. À l'image du match contre Miami, on n'en a pas parlé, on avait enregistré juste avant, je ferai juste en 4 mots. C'était pas le plus beau match de la saison niveau basket. Par contre, en termes d'engagement, d'unité d'équipe et de joueurs qui sont quand même plutôt des joueurs de banc qui ont réussi à élever leur niveau de jeu, à l'image de Dante Exum où il finit avec 27, je crois, 27-28 exactement. 27. On a eu des super matchs. J'ai un pote qui était, je salue d'ailleurs David, et qui s'est régalé à voir cette équipe. Ça ressemble un peu à des bras cassés avec des two-way et compagnie, et ils offrent un super match de basket, donc tu prends un gros plaisir malgré tout. Cette mentalité est assez rassurante, effectivement. Le fait que là, avec on peut le dire, une équipe C, c'est même pas une équipe B, tu arrives à avoir des joueurs qui se donnent vraiment du joueur numéro 1 au joueur numéro 18, parce que je vais même prendre en compte les two-way contracts qui proposent des belles choses. Tous les joueurs se donnent à fond, et ça, c'est quand même quelque chose dont on a besoin pour une équipe qui veut aller loin. Même quand les cadres ils se reposent, ils sont là aussi pour motiver les jeunes, et on a une vraie proposition de jeu qui est donnée par toute l'équipe, et c'est ce qu'on a vu lors des 5 derniers matchs, avec des joueurs qui ne seront pas du tout dans la rotation en playoff, qui se sont donnés au maximum, et qui nous ont donné des victoires aussi belles qu'inattendues, et ça c'est à saluer, c'est quand même un bon point pour le sportif. Alors j'aimerais qu'on se remémore un peu ce qui s'est passé pendant cette première moitié de saison. Et on va le faire assez rapidement, mais on va quand même se rappeler un peu des phases, en fait. Il y avait des phases, et j'en ai compté 4 majeures pendant cette première partie de saison. Mais il y avait un thème récurrent dans ces phases, c'était patience. L'équipe est forte, vous la voyez pas encore gagner tout et être aussi forte que prévu, mais si vous patientez un peu, vous allez la voir être très très forte. Ça s'est reflété dans la plupart de la première moitié de la saison. Donc j'aimerais qu'on commence avec le début de saison. Finalement, les 12 premiers matchs, j'ai regardé, les Mavs ont commencé avec 5 victoires, 7 défaites. Et à ce moment-là, donc c'était un peu un démarrage pas vraiment sur les chapeaux de roue, un peu lent. Et c'était Luka Doncic qui était en train de se remettre en forme, on va dire. Nico, dans ce premier 12 matchs, on se disait, attendez, vous allez voir, Luka Doncic va rejouer comme un MVP, et là, les Mavs vont commencer à gagner. Ouais, c'était un des thèmes. Lui, pour le coup, il a bien coupé cet été. Donc, il a bien pas joué au basket, il s'est bien oxygéné l'esprit. On se disait, il va revenir, ça va prendre un peu de temps pour qu'il retrouve son niveau de MVP potentiel de fin de saison dernière. Donc ça a pris du temps, mais comme tu l'as bien dit, on était sur la logique, patience en fait. Il a besoin de se remettre un peu dans le basket, de retrouver un peu ses automatismes. Donc on était dans la logique il faut donner du temps à l'équipe. Il y avait quand même aussi, malgré tout, quand même des ajustements d'effectifs. En plus de Luka, il y avait quand même l'arrivée de Klay Thompson. C'est un gros changement quand même sur lui qui n'a joué avant les Mavs qu'à Golden State, donc c'était une forme d'adaptation de l'équipe, ça le changeait. Mine de rien, je pense que Darius Jones Jr., du coup, son départ, il a fallu un peu le digérer. Il était bien intégré à l'équipe l'année dernière. On a intégré Najee Marshall aussi. Donc, on a eu quand même pas mal d'ajustements dans l'effectif, notamment sur les postes d'ailier, qui ont fait que ça a pris plus de temps peut-être qu'on pensait. Et effectivement, on n'avait pas nos joueurs un peu au taquet, prêts dès le premier match à être à 100% de leur potentiel. Mais ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, la saison est longue et le temps de chauffe, il est là. Bon, il était particulièrement long, je trouve, mais ça me semble logique. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce stretch-là de 5-7 dont tu parles, Barn, il y a les fameux 4 matchs, les fameux 4 défaites de une possession, de 1 point, 2 points, 3 points et 2 points, un truc comme ça. Donc, en fait, on n'était à rien du tout en fait, de faire un début de saison
attends, je dois faire un calcul pour aller à 12, en Ouais. 9-4, tu vois. Pas du tout, ça fait pas 12, en 9-3. Non. 7-5. Sinon, tu fais Ouais, 5-6, ça fait les 7-5. amis, c'est presque minuit, je suis très fatigué. Bon, bref, on n'était pas loin en fait d'avoir un très très bon bilan en fait sur ces 12 premiers matchs. Donc effectivement, il y a eu le temps de chauffe de Luka qui avait eu le repos bien nécessaire de sa saison très longue. Puis il aurait même jamais dû jouer son match de TQO avec la Slovénie. Il devait se reposer. Mais l'équipe, elle a répondu présent assez rapidement et on était pas grand chose d'avoir un début de saison en feu. Et d'ailleurs, on l'a confirmé dans les matchs suivants. Donc, je trouve qu'il y a quand même un équilibre sur ce début de saison de la part de toute l'équipe en général. C'est assez cohérent ce qu'on avait vu dans les premiers matchs en novembre et puis même ce qu'il y a eu même en novembre-décembre pour la suite. Bon, alors, en novembre-décembre, 19 matchs. Hein, là, les Mavs, 15 victoires, 4 défaites. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, ils peuvent aller au bout, ils peuvent aller en finale. Même sans Luka. En novembre, Luka était déjà blessé, il était absent. Et les Mavs, 6 victoires, 1 défaite dans ce mois de novembre. Il y a même certaines personnes qui disaient les Mavs sont meilleurs sans Luka Doncic. C'était la période la plus Un certain impressionnante finalement des Mavs. Nico H qui avait eu cette parole, effectivement. Les Mavs sont meilleurs sans Luka Doncic. Effectivement, c'était une période folle parce que, donc, on en avait déjà reparlé en podcast sur ce fameux meilleur sans Luka. Il y a effectivement des secteurs où c'était le cas, mais globalement, on savait que non, c'était pas le cas sur cette équipe qu'il y avait. Par contre, elle avait des secteurs dans lesquels elle était très forte et elle a joué là-dessus. Et c'est vrai que sur ces victoires qu'il y a eu, donc sur le 15-4 dont tu parles, il y a eu beaucoup de victoires où en fait on a été assez tranquille. C'est surtout ça qui est criant. Après la petite série de défaites de une possession, on a enchaîné et il y a eu vraiment, je crois que la plupart des victoires, c'était du 10 points, des trucs très tranquilles. Honnêtement, moi, d'un point de vue sportif, en novembre jusqu'à mi-décembre, c'était un régal. Hein. Les Mavericks, à chaque fois, ils décevaient pas, on stressait pas, c'était du beau jeu. Et on avait un Kyrie qui répondait magnifiquement présent aussi avec l'absence un petit peu de Luka. C'était la plus belle période. À l'époque, on était très loin de se douter de tout ce qui allait se passer. Et on était heureux. Hein, mais derrière tout ça, j'aimerais savoir, maintenant qu'on sait tout ce qui s'est passé avec le trade, Luka, là, sa blessure au poignet qu'il avait soi-disant, je sais pas en fait, est-ce que c'était vraiment juste le poignet? Est-ce qu'il voulait qu'il se remette en forme? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus que ça? J'imagine qu'on saura jamais, ou alors on saura dans longtemps, mais ça me titille un peu de savoir pourquoi est-ce qu'il était out si longtemps par rapport à un truc de poignet, je sais pas. Bon, ce que tu peux quand même te dire, je ne suis pas dans les confidences, mais en tout cas, il était bien plus affûté en sortant de sa blessure au poignet. C'était le poignet, hein, c'était pas la cuisse, c'était pas le genou. Il était quand même beaucoup plus affûté dans son basket et beaucoup plus concerné qu'avant sa blessure à un poignet. Un poignet, c'est quand même pas le truc qui t'empêche d'attaquer le cercle. Enfin, Donc voilà. C'est vrai que là, pour le coup, il est revenu sur les chapeaux de roue. Quand il est revenu de blessure, il est revenu, il était MVP. Hein. On va pas refaire l'histoire, mais ça ressemblait quand même pas mal à Luka, tu as besoin de te remettre en forme pendant quelques jours, on va te laisser te reposer, enfin pas te reposer, te remettre en condition physique. Et un autre truc dans cette période, je ne sais pas si vous vous rappelez, on comptait les matchs de suite où il y avait des joueurs qui marquaient au moins 10 points. On disait, oh, il y a encore 7 ou 8 joueurs des Mavericks qui ont marqué 10 points ou plus. Et c'était hyper collectif. C'était ça qui était beau à voir. C'était vraiment, on l'a dit, mais on l'a même annoncé plusieurs fois dans le podcast, les Mavericks avaient trouvé l'ingrédient où en fait on n'est plus du tout dans une équipe qui est le fameux héliocentrisme autour de Doncic, mais on avait même réussi à sortir du héliocentrisme à 2 soleils comme sur Tatooine, avec juste Kyrie et Luka. On était vraiment plus sur une équipe collective qui effectivement elle a 2 joueurs extrêmement forts, mais autour tous les joueurs arrivaient à s'exprimer, et j'ai hâte qu'on arrive sur la partie où on débriefe de chacun des joueurs. Et c'est ça qui était très très bien avec cet effectif avant que les blessures nous frappent un peu. Et tu as raison de le dire, il y a eu une courte période pendant laquelle il y avait le nom de Luka qui circulait dans le classement du MVP, derrière Shai et Jokic évidemment, mais parce que pour le coup, il y avait les résultats collectifs et les résultats individuels. Voilà. Maintenant, quand on pense à cette période, ça paraît bien loin. Alors Luka se blesse mi-décembre. Et un petit peu plus tard, Kyrie se blesse également. Et donc là, les Mavs rentrent dans une période survie. En fait, on se dit, il faut juste gagner suffisamment de matchs pour pouvoir rester au contact à l'Ouest. Et avec le retour de Kyrie et de Luka, tout ira bien. Donc là, 18 matchs, 5 victoires, 13 défaites.
ça fait mal, mais les 5 victoires sont suffisantes pour rester à peu près dans le play-in à l'Ouest. Cette mode survie, c'est encore une fois ce thème de patienter les gars, vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Juste les blessures de Lucas, c'est même pas mi-décembre, c'est un cadeau de Noël. Hein. C'est le 25 décembre. C'est le 25, c'est Ouais. à heure française. Donc beaucoup de fans des Mavs en plus l'ont vu en live. Personne n'aurait pu douter que c'était la dernière fois qu'on voyait Luka en direct, mais je pense vraiment que la grande majorité des fans francophones, donc même Belges, Suisses, Cameroun, etc., on l'a vu en live les dernières minutes de Luka dans un match affreux où on s'est fait déglinguer. Mais voilà, ça n'a pas été un beau cadeau de Noël. Et puis après, comme tu le dis, on est arrivé dans ce mois de janvier avec souvenez-vous ce calendrier de dingue là, qu'on a eu avec Boston, finalement, c'était quelque chose. Ouais. Tout le monde a repris de la bûche après cette embûche, comme on dirait, pour faire du Jean Rocasse. Non, c'était le début des grosses emmerdes, pour rester poli. Parce qu'effectivement, les successions de blessures nous ont bien plombés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, donc, je pense qu'on peut passer tout de suite à cette équipe post-trade. Donc, il y a eu le trade. On va revenir sur le trade un peu plus tard dans le podcast. Mais donc, post-trade, on change d'équipe. Encore des blessures, hein, celle d'Anthony Davis. On a eu ce match où Anthony Davis nous a ébloui pendant 3 quarts temps. Mais donc, là, on est à 7 matchs et un bon bilan, hein, 4 victoires, 3 défaites. Malgré ce secteur intérieur complètement décimé. Et malheureusement, ça va devoir être comme ça pendant quelques matchs à venir, pendant au moins 5 ou 6 matchs à venir, quoi. Sauf qu'on va peut-être récupérer PJ Washington. Oui. Mais bon, ces 7 matchs, on en a déjà parlé, mais moi, ils m'ont fait plaisir. Ils étaient agréables à voir avec cette équipe C des Mavericks. Donc là, je pense que je laisserai plus Nico, parce que comme j'en ai parlé dans le podcast précédent, honnêtement, j'ai eu du mal à me concentrer sportivement sur cette équipe. Les joueurs ont absolument rien demandé, les pauvres, mais le coup de poignard d'Harrison a fait qu'il y a eu une sorte de désintéressement sportif. Alors oui, j'ai regardé le match face à Houston et pendant une mi-temps, ça a été spectaculaire. Sinon, le reste, c'est vrai que c'était dur de s'y intéresser avec le cœur, on va dire, mais avec le cerveau, il y a eu vraiment des points très très intéressants, comme tu as dit, avec des joueurs qui se sont impliqués à fond, des victoires, celle à Boston, honnêtement, je me revois me réveiller le matin en me disant, on a perdu de quoi, de 15, de 20, de 30 points, et regarder l'appli NBA et voir qu'on a gagné, vraiment, j'ai dû vérifier. C'est très beau, je me répète, mais c'est un très bon point, ce que nos joueurs ont réussi à faire avec un effectif décimé. Ça ne va faire que forger le collectif pour le reste de la saison qui arrive. Moi qui suis un mec sans cœur et sans émotion, tu vois, à l'inverse de Quentin. Non, mais moi, j'aime fondamentalement le basket. Ça m'a rappelé d'ailleurs de voir malgré la relative faiblesse de l'effectif, j'avoue que les collections de col bleu des Dallas Mavericks là, qui s'arrachent pour aller gagner des matchs, à l'image justement de la dernière victoire à Miami, moi j'ai super kiffé. J'ai super kiffé. Et en plus, le bilan 4-3, il semble relativement positif. Et il aurait pu être encore plus positif parce qu'il y a quand même des matchs où ils perdent de rien du tout. Barn, on était ensemble au match contre les Kings. Ça finit quand même en prolongation. Ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue, moi je dirais, pour être sympa avec Dinwiddie, je dirais, s'il avait posé ses fesses sur le banc et on avait eu un défenseur correct sur DeMar DeRozan, on aurait même pu gagner le match, tu vois. Donc, c'est une petite crotte de nez quand même, mais tout ça pour dire quoi, il y a eu quand même il y a eu des super efforts et surtout on entend beaucoup parler de culture d'équipe, de culture de franchise, avec des grosses conneries, je trouve. Mais il y a un truc quand même qui est très vrai là. Il y a une culture d'équipe de on lâche rien. Dans l'adversité absolue, je trouve que c'est admirable. Ils ont rien lâché du tout. Et là, tu compares les cultures de franchise avec des franchises qui ont eu des séries de blessures, comme les Pelicans, qui ont complètement lâché. Là, je trouve que notre équipe, elle tient vraiment le choc et elle fait plaisir à voir malgré toute l'adversité, elle tient le choc. Et ça, bravo. Et bien emmené par Kyrie qui a montré que maintenant c'est un peu lui le franchise, enfin avec l'absence d'AD, c'est le franchise player de l'équipe. Il nous a sorti des gros matchs, dont le match totalement x15, 15 sur 25 au tir face aux Warriors. Grosse satisfaction de ce qu'il a pu proposer. Et on a déjà parlé aussi, le dernier match de Dante Exum me fait dire quand même que
ça peut être un élément très, très, très important pour la suite. C'est vraiment bien qu'il revienne à ce moment-là. Bon, le timing, on n'y peut rien, mais il arrive au vraiment bon moment et il pourrait avoir une place mais vraiment cruciale pour le reste de la saison régulière et des playoffs sur ce poste 1 pendant que les quelques minutes où Kyrie va devoir se reposer de temps en temps quand même. Il est plus tout jeune. Mais c'est très très bon ce que nos deux meneurs ont su proposer sur ces matchs-là. Malgré, on sait tout ce qui se passe à côté, l'extra sportif qui a dû pas être facile pour les joueurs quand même pour se concentrer. Mais pour le coup, ils l'ont fait et c'est à saluer. Alors pour continuer ce bilan de mi-saison, j'aimerais qu'on fasse une petite évaluation des joueurs. Alors pour ça, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que les joueurs ont été... j'aimerais qu'on liste un peu tous les joueurs et qu'on se demande, est-ce qu'ils ont été au-dessus de nos attentes? Est-ce qu'ils ont été en dessous de nos attentes? Ou est-ce qu'ils ont été plutôt comme espéré, enfin selon nos attentes? On va commencer par ceux qui nous ont vraiment éblouis, qui ont été au-dessus des attentes. Quentin, quel est le joueur qui t'a le plus, que t'as le plus apprécié, qui t'a le plus qui était au-dessus de tes attentes, en gros? Ah ouais, parce que c'est très différent, c'est très différent. Alors clairement, pour moi, il y a un joueur où j'hésite même pas une seconde pour dire le joueur qui était au-dessus de mes attentes, c'est Naji Marshall, sans aucun doute. Je vais revenir en détail sur Marshall, mais globalement, cet effectif, s'il m'a surpris, pardon, c'est l'an dernier. Que ce soit Derek Lively, à quel point il était fort dans son année rookie, P.J. Washington et Daniel Gafford, qui étaient des joueurs mid dans leur équipe pourrie et qui sont arrivés, qui ont été des joueurs très très impactants, ou Kyrie, où des fois on n'avait pas trop confiance quand il est arrivé il y a 2 ans, et en fait il a montré que c'est encore un vrai joueur. C'est vraiment l'an dernier que j'ai été surpris par ces gens-là. Donc mes attentes, elles étaient assez hautes parce que je sais que c'est des vrais joueurs. Par contre, Naji Marshall, que j'avoue, je connaissais pas énormément, on s'est dit, bon, il pourra peut-être un peu remplacer Derrick Jones Jr. Ce qu'il nous a proposé, jamais de la vie, je pensais qu'il aurait pu faire ça. Que ça soit ces flotteurs qui ressemblent à rien, qui sont super efficaces, mais aussi en termes de création, où je trouve qu'il a une vision, je pensais vraiment pas qu'il l'avait. Sa précision sur les corners, les paniers à 3 points, notamment dans le corner, vraiment, Naji Marshall, c'est la grosse satisfaction par rapport aux attentes. De mon côté, j'adore le surnom, là, le couteau suisse, ça le représente parfaitement. C'est un joueur super important pour notre banc. Et maintenant que le temps est passé, je me dis que c'est peut-être encore mieux d'avoir Naji Marshall que Derrick Jones Jr. Et je pensais vraiment pas que j'aurais dit ça il y a de ça 6 mois. Donc ouais, pour moi, sans aucun doute, Marshall en numéro 1 dans cette catégorie. Bah, écoute, pareil pour moi. Pareil pour moi, parce que je suis très convaincu. Désolé, pour une fois, on est d'accord, tu vois, on n'est pas toujours d'accord avec Quentin. Mais je suis plus que convaincu de ce qu'apporte Naji Marshall. J'y rajouterais un truc. Moi, j'ai particulièrement aimé et j'aime beaucoup son esprit d'équipe. Je trouve qu'il s'est super bien intégré. Tu as l'impression qu'il est là depuis 3 ans. Sa qualité défensive, on savait qu'il l'apporterait. Je suis d'accord sur ses qualités offensives, mais je trouve c'est le premier à la baston en fait. C'est le premier, faut y aller, faut rentrer dedans, ça va être physique. Il est le premier à avancer, à jamais reculer et aller face à l'adversité. Donc moi, adorateur de col bleu, Naji Marshall, il correspond exactement à ce que j'apprécie. Et là, super move après le départ un peu, moi je trouve comme inattendu Derrick Jones Jr. Oui. Je trouve qu'ils ont été très malins dans le choix. Alors, je pensais que vous alliez me citer, très honnêtement, Kyrie Irving. Parce que, oui, on savait que c'était un super joueur. On savait que, même l'année dernière, il avait été excellent. Mais là, il a pris l'équipe vraiment sous son aile. Il était, même quand il n'y avait pas Luka, il a facilité. Il a eu des quatrièmes cartons incroyables où il a été au-dessus de nos attentes. D'ailleurs, il est All-Star et on s'était pas dit au début de saison qu'il serait All-Star. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas cité Kyrie Irving qui le mérite, honnêtement, vu sa saison encore meilleure que l'année dernière? Justement, je trouve que... Enfin, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens où l'an dernier, il a déjà été exceptionnel. Souviens-toi, tu sais, de la fameuse... on savait déjà, vous vous souvenez, l'an dernier, les quatrièmes cartons, on était toujours excellents. On gagnait tous nos matchs qui étaient serrés dans le quatrième carton, et c'était en grande partie dû à Kyrie. On avait Luka qui était trop fort de carton 1, 2 et 3, et Kyrie qui était trop fort dans le carton 4. Et c'était un peu devenu quelque chose, on avait confiance en lui. Et moi, honnêtement, je suis arrivé au début de cette saison, et je me suis dit,
ouais, Kyrie, c'est mon gars, j'ai giga confiance en lui. Donc j'avoue que j'avais des attentes qui étaient assez hautes envers lui. Et aussi pendant les matchs où Luka n'était pas là. Je savais que sans Luka, Kyrie peut vraiment répondre présent. Alors oui, il a peut-être été encore au-dessus de ce que j'attendais, mais j'avoue qu'on est très loin du delta entre ce que j'attendais de Marshall et ce qu'il a vraiment proposé par rapport au delta de ce que j'attendais de Kyrie et de ce que Kyrie a proposé. D'ailleurs, avant de laisser Nico parler de Kyrie, moi c'est même plus PJ Washington dans cette catégorie qui était au-dessus de mes attentes alors que j'en avais des hautes. Mais je te laisse Nico peut-être sur Kyrie. Ouais, bon, moi je dirais pas qu'il est au-dessus des attentes. Moi, j'ai toujours vu Kyrie Irving comme un top joueur NBA. Il est la confirmation de ce qu'il est, quoi. Donc après, le seul truc qui est légèrement au-dessus, c'est qu'en leadership, il y avait une évidence l'année dernière, et là je trouve qu'il a encore franchi un palier. Il s'est vraiment imposé plus que jamais comme leader fort des Dallas Mavericks. Donc après, mais dans le basket, je trouve que c'est pas un changement majeur. Il est encore plus intégré dans l'équipe et voilà, le maestro Kyrie Irving, il nous régale, il nous a régalé l'année dernière, il a continué cette année. Donc, pas au-dessus des attentes, juste brillant, quoi. Si on veut même mettre un petit point négatif pour être tatillon, je trouve qu'il est moins clutch. Enfin, je pense même assez sûr de ce que j'avance. Il est moins clutch que l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, il s'exprime vraiment trop dans le quatrième. Et vous vous souvenez, on disait, vas-y, gars, commence ton match dès le premier quart-temps. Là, aujourd'hui, je le trouve plus constant dans son effort. Mais du coup, j'ai moins de performance où le quatrième quart-temps, il te fait une masterclass de A à Z, il va te carry l'équipe à la victoire. Je trouve qu'il le fait un peu moins. Mais bon, c'est aussi parce qu'il se donne globalement plus sur l'intégralité du match. Donc ouais, que Kyrie, on est dans les attentes qui étaient vraiment des attentes très très hautes, hein, il faut le dire. Et sa place de All-Star est méritée. Moi, j'ai une réalisation juste sur Kyrie Irving. Je me fais la réflexion que, étant donné combien il est sérieux dans ses efforts et combien il prend soin de son corps, je me dis typiquement, c'est un mec qui pourrait nous faire une LeBron James à jouer jusqu'à 38, 39, peut-être 40 ans, sauf énorme pépin physique. Tu le vois quand même, et c'était marquant au All-Star Game. C'est juste un dingue, tu vois, mais je trouve que ça en dit long. Je me dis quand même, il a encore du jus, le garçon. Il a grave du basket, ça on l'a jamais su, mais il a encore une condition physique, c'est impressionnant. Donc il peut le... Je ne sais pas un peu de combien de temps il va prolonger, mais je le prévois vraiment une carrière au long cours. Il prolongera de la durée du contrat de AD, je pense. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en parlera dans le prochain podcast, mais je pense qu'ils vont matcher tous les deux. Bon, Quentin, tu as commencé à en parler. Je voulais aussi citer PJ Washington, parce que PJ Washington, on l'a encensé pendant pas mal de podcasts, même plus que Kyrie Irving, honnêtement. On se disait, en début de saison, on se disait, regardez, quand PJ est là, les Mavs gagnent. Quand PJ n'est pas là, les Mavs perdent. PJ Washington, il fait partie des joueurs qui sont au-dessus de vos attentes, non? Oui. Il est pour moi numéro 2 derrière Nadji, qui est en fait imbattable dans cette catégorie. Parce que PJ, il nous avait déjà très positivement surpris. Mais souvenez-vous, ou peut-être ceux qui ne nous ont pas écouté lors du podcast de preview, je pense qu'on était assez d'accord d'ailleurs tous les trois, quand on disait que PJ Washington, c'était l'année où il fallait s'affirmer. Vraiment comme un joueur, encore plus qu'un role player, c'est-à-dire un joueur clé, mais limite, j'exagère, limite un franchise player, genre défensif ou dans l'esprit de l'équipe. Et pour moi, il a parfaitement répondu à ces attentes qu'on avait. C'est-à-dire que maintenant, c'est une vraie ancre défensive pour l'équipe, mais aussi une ancre, j'ai envie de dire, je sais pas trop, moralement, tu vois, genre dans l'envie de comment est-ce qu'ils vont se battre. Et le petit plus que j'attendais même pas forcément, c'est que même offensivement, il s'est amélioré. Il est même devenu un go-to guy. Vous savez, il y a ce système, souvent, dans le premier système du match, à chaque fois pour démarrer quand il y a 0-0, où on file la balle à PJ Washington mi-distance de haut panier. Enfin, voilà, il s'est vraiment amélioré dans toutes les catégories. Il est devenu super important et on l'a vu, le fameux match qu'on perd quand il n'est pas là et quand il est là, on gagne. Face à OKC, alors là, il est encore au-dessus des attentes. Donc pour moi, PJ Washington a très très grosse satisfaction et il a réussi à aller au-delà de mes attentes. C'est très très fort ce qu'il produit. Et juste un point sur PJ Washington, tu l'as pas dit, mais les tirs à 3 points, hein, cette année, 38% à 3 points, c'est largement au-dessus de ses saisons précédentes. Là, je regarde l'année dernière, il était à 32%, même... Ok, en début de carrière, il était plutôt dans ses 38%, mais il a eu pas mal de saisons où il était moins bon au tir extérieur. Là, on a un bon tir à 3 points. Il s'est amélioré en playoff, et effectivement, en saison régulière l'an dernier, c'était vraiment pas ouf. On avait dit oui, on le veut pour sa défense, pas pour son tir à 3 points. Il avait révélé son tir à 3 points en playoff. Là, il est dans la continuité de son tir à 3 points.
Je pense que c'est aussi dû au fait que il a des très bons playmakers à côté de lui, donc il a des tirs ouverts, ce qu'il ne fait pas à Charlotte. Mais donc voilà, bon, faut qu'on trouve Nico, dit du négatif de PJ Washington, parce que là, on dit que du bien. Là. Moi, vous savez, je vais avoir du mal parce que en début de saison, moi, je vous disais que le Big Three, je sais qu'on n'était pas d'accord d'ailleurs, on disait que le Big Three des Mavs, même si j'aime pas le terme Big Three, mais en tout cas, s'il y avait un troisième joueur à mettre derrière Luka et Kyrie Irving, moi, je disais que c'était PJ Washington. Pour combien sa défense était essentielle et combien il progressait pas, je devrais pas dire ça. Combien son jeu offensif complétait bien le jeu offensif de Luka et Kyrie. Donc, moi, j'ai vraiment pas grand-chose à dire de négatif sur PJ Washington. Honnêtement, il y a deux gars où si j'ai une baston, une embrouille de première catégorie, je peux dire que je prends Najee Marshall et PJ Washington avec moi, je passe une excellente nuit de sommeil. Hein. Je sens que les deux, il n'y a aucun problème. Dans tous les conflits, ils sont là, ils sont au premier rang, ils ne vont pas te lâcher. Moi, PJ Washington, c'est ce gars-là. C'est ce gars qui ne va jamais te lâcher. Et j'ai le même sentiment pour Najee Marshall. Donc, je ne sais pas si c'est pour lui le plaisir de retourner à Dallas. Il racontait quand même plusieurs fois qu'il avait vu des matchs quand il était gamin à Dallas. Mais je trouve qu'en plus, l'évolution de son jeu, il a commencé à Charlotte, il était beaucoup plus scoreur. Hein. Quand tu reprends un peu ses premières saisons à Charlotte, c'est pas du tout le profil que tu pouvais voir un peu à Dallas. Beaucoup plus shooter, beaucoup plus scoreur. Moi, j'apprécie beaucoup son talent offensif. Plus que son tir à 3 points, moi, je dirais ce que j'ai apprécié cette année, c'est qu'il va vachement plus driver vers le cercle. On a vu beaucoup ces actions-là où tu le vois driver vers le cercle, déposer main droite ou main gauche. Parce qu'il a de la rapidité, en fait. On oublie, il est quand même assez grand, mais il est assez véloce. Donc, il a un profil physique qui est difficile à matcher, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que il réussit à jongler assez bien entre postes 3 et 4, parce qu'il a quand même de la taille et de la vélocité. Donc, désolé, moi, je vais avoir du mal à être négatif sur PJ Washington, que clairement, je surkiffe dans l'équipe. Et on doit juste regretter un truc. Pour terminer, juste un dernier truc, je dirais, c'est il a eu son lot de blessures aussi cette année, donc c'est juste ça, mais ça c'est pas de son fait. Hein. C'est ça. J'allais dire, pour un point négatif, il y a les blessures, il peut rien. Et un autre truc, moi, je peux pas acheter un maillot de lui parce qu'il y a écrit Washington derrière et je trouve ça nul qu'il y ait un maillot, il y a écrit Dallas devant et Washington derrière. Sinon, j'aurais acheté son maillot, mais déjà depuis longtemps, il est tellement kiffant ce joueur. Enfin bref. Achète un maillot de Washington, c'est dans des Wizards. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous mettrez dans cette catégorie-là, qui vous ont agréablement surpris? Derek Lively, par exemple, est-ce que vous le mettez là? Ou c'est plutôt les attentes? Moi, non, c'est dans les attentes. Et encore une fois, l'énorme surprise, elle a été faite l'an dernier, d'avoir un joueur aussi fort et aussi mature. Mais maintenant, la surprise est passée, donc les attentes étaient très hautes. Et pour le coup, il a bien répondu. Il nous a fait pas mal de matchs où on s'est extasié sur sa défense. Donc je le mets un peu dans la même catégorie que Kyrie de mon côté. Moi, j'ai un petit mot sur Gafford. Hein. Comment? J'aurais juste un petit mot moi sur Daniel Gafford où je dois reconnaître dans une situation où il s'est retrouvé du coup pivot majeur avec quasiment aucun backup. Je trouve qu'il a élevé son niveau de jeu à un niveau que j'attendais pas. Je ne le voyais pas moi être capable de produire ces chiffres-là, d'être aussi dominant en défense. Au moment, tu sais, il y avait beaucoup de rumeurs sur Daniel Gafford, il va se faire trade, c'est un asset intéressant pour plein d'équipes. Il a vraiment haussé son niveau de jeu dans l'ensemble. Jusqu'à l'amener là à un level où je ne le voyais pas capable de faire ça. Donc, j'apprécie le personnage et il m'a surpris là sur les 3 derniers mois. Très positivement. Je suis peut-être un peu moins, assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Juste sur la défense, il y a quand même eu plusieurs matchs où j'ai vu quand même ces limites assez flagrante. Par contre, dans l'envie, dans l'attaque, il y a zéro souci. Mais tu vois qu'il y a quand même un gap entre Gafford et Lively sur le côté défensif. Par contre, quelque chose qui est sûr, c'est que Gafford, je pense qu'aujourd'hui, il joue au maximum de... Si on dit souvent le joueur, je ne sais pas où est son plafond, etc. Le plafond de Daniel Gafford, je pense qu'il est exactement là où il est. C'est-à-dire qu'il exploite à 100%, je pense, les capacités. On sait qu'il est un peu plus petit que les autres pivots. Il joue à fond. Et ça s'est retranscrit, son envie qui est vraiment à 100% à chaque match, ça c'est un gros plus. Ça nous donne ce joueur-là qui peut apporter vraiment beaucoup. Donc je sais pas, j'ai un peu de mal à le mettre soit dans les attentes, soit aller peut-être un petit peu au-dessus, parce que comme tu dis, Nico, il a effectivement su jouer 30 minutes, voire même un peu plus, là où on s'était dit, Gafford c'est du 20 minutes.
Donc, il mérite sa place, je pense, dans la partie au-dessus des attentes, légèrement au-dessus. Ouais. Et Barnes, pour répondre, moi, j'en ai un peu, enfin, dans des bonnes surprises, c'est Kessler Edwards qui, enfin, clairement, j'en attendais absolument rien du tout, zéro. Et il a quand même réussi sur ces matchs où il est titulaire, donc les derniers matchs. On a gagné des matchs, il a joué quand même des minutes importantes. Donc pour moi, ça rentre dans la catégorie au-dessus des attentes parce qu'il n'y avait rien. Et au final, les résultats sont là, ils sont plutôt positifs. Donc il faut en parler. Les jeunes ont fait leur taf et c'est cool pour eux. Un petit mot peut-être. Moi, j'avais mis Max Christie aussi dans ça, bon, parce que je le connaissais pas vraiment et que dans le trade, finalement, la bonne surprise quand même. Et il nous fait des très bons matchs là dans les 5 derniers, avec au moins 15 points à chaque fois et offensivement, il est très 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 bon. Moi, j'avais déclaré ma flamme à Max Christie, mais ça reste un peu tôt quand même pour un bilan. Il n'a fait que peu de matchs, mais en tout cas, il fait un super départ, ça c'est sûr. Ok. C'est sa maturité vraiment qui me plaît beaucoup, ou en tout cas j'ai été très surpris, donc je sais pas si on peut dire au-dessus des attentes, mais je crois qu'on l'a dit dans les podcasts, mais vraiment le mec a 21 et pour moi, dans sa manière de se comporter, de parler, etc., grosse surprise et surprise vraiment positive d'ailleurs. Bon, allez, maintenant vous allez me dire les joueurs que vous trouvez qui n'ont pas été qui n'ont été en dessous de vos attentes, vous espériez mieux finalement. Est-ce que quel joueur vous vient en tête dans cette catégorie? Déjà, juste pour les joueurs qui étaient au niveau de nos attentes, pas en dessous. Okay. Donc moi, j'ai mis Kyrie déjà, comme je vous ai dit, Derek Lively qui pour moi qui était au niveau des attentes. Quentin Grimes, pour moi, il était à peu près dans ces eaux-là. Donc, on se souviendra de son passage qui a été cool. Très bonne précision à 3 points dans le corner. Donc, il était un petit peu dans ses attentes. Et j'avoue que j'ai du mal à classer Luka. Donc, je veux bien ton avis, Nico. Mais moi, Luka, j'hésite entre aux attentes et en dessous des attentes. J'ai un peu du mal à le placer parce que à quel point les blessures, c'est dû à lui ou enfin sa condition physique qu'il n'entretient pas très bien, dans ce cas-là, ça voudrait dire donner raison à Nico Harrison, et je veux pas du tout ça. Ou est-ce que c'est la faute à pas de chance? Du coup, je sais pas trop où le mettre, parce qu'il nous a quand même produit un certain nombre de matchs de suite où c'était du très très haut niveau. Donc voilà, il est entre les deux pour moi. C'est un peu difficile en fait. Pour moi, l'échantillon de match, alors c'est pas Max Christie évidemment, mais je dirais que l'échantillon de match, il est trop mince. 22. C'est quand même pas énorme, et surtout beaucoup de quelques matchs, puis je ressors, je reviens. Je trouve que l'échantillon, il n'est pas suffisant. On parle de Luka Doncic en plus, pour vraiment donner un avis. Oui, c'est décevant qu'il ait raté autant de matchs, mais tu reviens sur le syndrome de la blessure. La blessure, est-ce qu'elle est parce qu'il n'est pas assez préparé, parce qu'il n'est pas assez affûté, ou c'est autre chose? Pour les autres, on dit que c'est pas de chance. J'ai envie de croire que Luka, c'est peut-être un peu plus que pas de chance, mais j'ai pas envie de le juger là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je faisais partie des quelques personnes quand même, parce qu'on était finalement assez nombreux à avoir dit en début de saison que Luka Doncic serait MVP. Bon, a priori, je me suis un peu trompé, hein, c'est mal barré. Non, mais blague à part, difficile de juger, donc je le mets dans aucune case, moi. Bon, il a raté tellement de matchs qu'il est plutôt en dessous de nos attentes. On attendait qu'il soit MVP, donc forcément, il faut que ça soit en dessous des attentes. Mais quand tu joues pas, tu joues pas. Hein. À un moment, tu peux dire t'es moins bon sur le terrain, mais quand t'es pas sur le terrain, on aura du mal à te juger. Hein. Bon, alors j'aimerais votre avis sur un autre joueur, un joueur majeur des Dallas Mavericks, c'est Klay Thompson. Où est-ce que vous metteriez Klay Thompson? Donc visiblement, il n'est pas au-dessus de vos attentes, mais comment vous jugez sa première moitié de saison? Je vais commencer, moi, si tu veux, Quentin. Parce que j'allais dire, je vais commencer avant qu'il se fasse découper par Nico. Non, justement, parce que la notion de tes attentes, elle est importante. Parce que je pense qu'on ne place pas Klay Thompson au même niveau tous les deux. Je pense que tu as une vision de Klay Thompson qui est beaucoup plus haut dans la hiérarchie que la mienne. Ce que je veux dire, c'est que je pense que tu as une vision de Klay Thompson comme encore un joueur, super joueur majeur NBA. Et je pense que j'ai pas la même vision. Je l'avais déjà pas avant et ça m'a un peu conforté dans cet état-là. Donc je suis globalement déçu. Hein. Je vais pas le mentir. Je suis globalement déçu de ce qu'il apporte. Même si je trouve du mieux, je trouve beaucoup mieux. Honnêtement, j'étais vraiment très déçu les 2-3 premiers mois.
je trouve plus intéressant, notamment parce que c'est exactement ce qu'on disait en fait. Moi, ce qui me rendait fou, c'est son côté je ne fais que du shoot extérieur. Le reste ne m'intéresse pas. Je n'attaque jamais le cercle, je ne prends jamais de shoot à 2 points, même quand il y a une évidence. Donc j'étais agacé par le côté très obsessionnel de son jeu et aussi agacé du coup par les chiffres en fait. Parce que tu as pris un mec quand même pour qu'il te mette des shoots extérieurs et ses pourcentages étaient inférieurs à ce qu'on annonçait. Surtout en étant servi très confortablement par des créateurs d'exception comme Luka et Kyrie. Donc on était déçus. Donc moi je reste déçu. Moi, je m'interrogeais quand même sur la suite à donner de Kelly Thompson. On le garde. Écoute, à lui de montrer que la tendance positive qu'on voit ces dernières semaines va continuer. Et je dis ça, c'est à la fois dans sa réussite extérieure, mais aussi du coup dans la diversité qu'il peut apporter à son jeu. Je sais que les statistiques te disent ouais, les shoots à 2 points, c'est pas bon, machin, blablabla. Mais je suis aussi convaincu que quand tu fais toujours la même chose dans le corner, il y a un moment, tu te rates des paniers faciles. Bon, On on va être pas confirme d'accord, je bien. sais. Voilà, alors là, je pense que Klay Thompson confirme bien notre plus gros point de désaccord sur l'équipe. Et ta dernière phrase était parfaite en plus, parce que enfin, moi qui suis très analytique, etc., au contraire, enfin, je suis assez peu en faveur que Klay Thompson prenne beaucoup de shoots à 2 points, à part si c'est des lay-ups, évidemment. Je suis plus en faveur pour qu'il prenne juste uniquement des 3 points. Je l'ai mis quand même dans la case déçu, mais je suis un petit peu déçu, pas énormément. Je crois qu'on avait parlé dans notre preview que pour moi, si on était sur du 15 points par match, mais avec des pourcentages élevés, donc à 41-42%, c'était quelque chose de très bon. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 13-14 points pour 39% à 3 points. Donc le chiffre est pas dégueu. 39, c'est quand même bien au-dessus de la moyenne NBA. Ça reste un poil décevant pour Klay Thompson, qui à côté de lui a un Kyrie Irving et avait aussi pendant quelques matchs un Luka Doncic. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette case un petit peu en dessous des attentes, parce que je pense qu'il peut faire mieux, qu'il y a beaucoup de matchs où il s'est troué. On va pas non plus oublier qu'il y a des matchs. Enfin voilà, le 39%, il est bien en général, mais il y a eu pas mal de matchs. Il était absent, c'était un fantôme. Et je veux pas qu'on omette de parler de ça. Donc c'est pour ça qu'on va pas non plus le mettre dans la case. Il était au niveau des attentes. Il doit Ouais, faire et puis mieux. ces bons matchs, c'était contre des équipes Ouais. faibles. Vous vous rappelez je sais plus, 20, combien il avait mis de tirs extérieurs, c'était contre Charlotte ou contre Washington, Ouais, un ouais. truc comme ça. Oui, oui. Mm. C'est ça. Il faut aussi qu'il soit un peu plus régulier. Donc, il faut qu'il se mette en tête que c'est les Warriors tous les soirs, parce qu'il aime bien jouer contre son ancienne équipe. Euh, donc voilà, on est d'accord, Nico, sur le fait qu'on met Thompson en dessous de nos attentes. Mais du coup, ce qu'on attend de lui, c'est quand même c'est bien différent, on va dire. Mais voilà, il doit quand même faire un petit peu mieux. En tout cas, un point positif, c'est que globalement, il n'a pas trop raté de match. Enfin, j'ai pas les chiffres là, mais il me semble que comparé à nos autres joueurs, 48 matchs. voilà. Oui, parce qu'en termes de joueur en cristal, lui, il était quand même pas mal. Donc, on avait quand même un Il a peu eu, des ouais. peurs sur le côté. Il va être encore blessé longue durée. Moi, après, le problème majeur, tu l'as pas évoqué. On a parlé que de son jeu offensif là. Moi, le problème que j'ai avec les Thompson, c'est l'attitude. Enfin, c'est l'attitude dans certains matchs où il est pas là en fait. Tu as vraiment l'attitude du mec, tu sais, Oui, qui a des bagous NBA plein les doigts c'est et qui a décidé que ce soir, il allait pas jouer en fait. c'est ça. Hein. J'ai pas envie de jouer, donc en fait, faites votre truc là, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de jouer et je veux pas être là. Et je trouve que je déteste ça, moi. Je déteste ça dans l'attitude. Tu vois, à l'inverse, je trouve, moi j'adore Najee Marshall et PJ Washington pour leur côté mort de faim. Je Ouais. trouve que les côtés un peu diva ponctuels de Klay Thompson, j'aime pas ça, moi. Je trouve que c'est pas bien pour l'équipe et je trouve pas qu'il envoie un bon message. Donc, c'est un aspect de Klay qui me plaît pas du tout, moi. Allez, un dernier joueur là qu'on aime débattre sur Ardimap de ses performances, c'est Spencer Dinwiddie. Les gars, comment vous jugez son première partie de saison? C'est vrai qu'on a pas. Ah, my bad. J'ai oublié Dinwiddie, j'avais oublié. Ouais. Ah non, et non, attends, moi je vais défendre Dinwiddie. Non, pour moi, il peut pas être en dessous des attentes. Et je serais même à 2 doigts de le mettre au-dessus des attentes, parce que avant de me faire tomber dessus, on l'a signé au minimum, le gars. Faut vraiment se rappeler, encore une fois, les attentes, qu'est-ce que ça veut dire? On a signé ce mec au minimum 15e joueur, et ok, il a eu des matchs affreux et il nous a cassé les couilles, c'est sûr. Comme tu dis, Nico, il nous a peut-être aussi coûté des défaites, mais il nous a aussi sorti des très bons matchs
qui sont assez fous pour un mec, un 15e joueur de l'effectif. Donc, au contraire de Luka, où j'hésitais entre en dessous et au-dessus, pour moi, Spencer, j'hésite entre au niveau des attentes, parce que on a su ce qu'il avait donné aux Mavs il y a de ça quelques années, et, voilà, au niveau ou au-dessus. Je sais pas, je le mettrais un petit peu entre les deux. En tout cas, c'est un joueur clivant. Ça, c'est sûr que je vais pas le. Ouais, bah après, c'est là où la définition de les attentes, elle est importante. Moi, je suis plutôt comme toi, Quentin, hein. Moi, honnêtement, il est salaire minimum. Enfin, honnêtement, c'est un super deal financièrement. C'est un super deal. C'est un Ouais. super contrat pour les Mavs par rapport à ce qu'il coûte et sa place réelle dans l'effectif. C'est un super choix. Il est... Ce qui m'agace, pareil, c'est plus l'attitude en fait. C'est quelquefois, il a pris des rôles qu'il ne devrait pas prendre. Mais après, il est salaire minimum. Donc, forcément, pour moi, il est obligatoirement quasiment au-dessus des attentes. Bah, salaire minimum, il nous a sorti. Nico, on était ensemble pour aller voir Memphis à l'American Airlines Center. Il nous sort 2 tirs Mais dans, ouais, dans les dernières secondes pour gagner ce match contre Memphis. ouais. Il Tu sais, était, pour c'était... moi, Dinwiddie, c'est un peu le stagiaire, tu vois, qui est trop fort. Enfin, qui a un salaire de stagiaire, tu vois. Donc, tu te dis, bon, ok, je le paie des clopinettes. Et concrètement, bah, en fait, il fait des coups d'éclat. Mais enfin, il est super fort, ce stagiaire, en fait. En fait, on va le garder. Puis, il y a des fois, il s'emballe un peu, tu vois. Il a oublié qu'il était stagiaire. Donc, il y a des trucs, reste à ta place, Jano. En fait, t'emballes pas trop, t'es juste stagiaire, en fait. Donc, tu vois, il parle mal à deux, trois fois. Je fais une métaphore d'entreprise, mais c'est un peu ça, quand même, je trouve que... Je sais ce que tu veux dire. Bon, allez, un dernier joueur là, peut-être. Il nous en manque quelques-uns. Il en manque Bon, quelques-uns, mais il vite faut. fait, hein, au max. Ok, vite fait. Ok, bah au max pour moi en dessous des attentes, même si les attentes n'étaient pas hautes, on va dire que pour moi il a confirmé le fait que c'est trop léger pour l'NBA. Alors oui, les 5-6 derniers matchs sont quand même globalement bons. Il y a eu plusieurs flashs qui étaient bons, mais globalement c'est trop léger pour effacer le début de saison où il s'est fait doubler par des two-way contracts dans la rotation. Des fois il était. Donc j'ai très très envie qu'il réussisse, mais j'avoue avoir un petit peu perdu espoir. Donc pour moi, en dessous des attentes qui étaient quand même légères. Ok, et Nico, Jaden Hardy. Jaden Hardy, je sens pas très bien pour lui en fait. C'est un peu le yo-yo quoi. C'est-à-dire que il a eu quand même des moments impressionnants. Je vais utiliser ce terme-là, où je le voyais faire un basket que je ne pensais pas que Jalen Hardy était capable d'avoir ce niveau de jeu-là. Et puis voilà, il a bien repris sa place pour le coup, hein. Il a enchaîné du coup les matchs après cette période de surconfiance. Il a enchaîné les matchs honnêtement un peu cata. Ouais. Et il a retrouvé une place dans la rotation qui est pas très loin d'être inexistante, hein. Et donc, je dirais que l'irrégularité de Jalen Hardy est bien reflétée sur cette saison avec des vrais coups de chaud, une intelligence de jeu parfois très surprenante que je ne lui connaissais pas, mais malheureusement, la plupart du temps, beaucoup de déchets, des matchs vraiment gâchés. Enfin, et il y a quand même de la rotation sur les postes 1-2 maintenant que tout le monde est revenu, notamment d'un TXM. Et là, tu te rappelles que si tu dois un peu comparer du coup les joueurs, Hardy, il est vraiment dans le creux de la vague. Donc, Mais tu vois, j'ai envie de te dire, est-ce que c'était pas. Enfin, tout ce que tu viens de dire, en fait, c'était pas un peu notre description de Jalen Hardy depuis une saison, 2 saisons. Ce qui fait que pour moi, en fait, je me demande même si je le mets pas en fait dans juste au niveau des attentes, parce que faire le yo-yo, faire un stretch de très bons matchs comme il a pu le faire c'est cette Jalen saison, Hardy, ouais. c'est Jalen Hardy. Donc, je sais pas si je le mets pas au niveau Ah, des moi je suis attentes. d'accord, hein, je le mettrais pas en dessous parce que de toute façon, j'avais pas beaucoup d'attentes. Donc pour moi, il a répondu à ce que j'attendais, à savoir un joueur qui est, Hmm. comme tu le répètes régulièrement, Quentin, il a un petit contrat et on va utiliser un moment ce petit contrat. Ouais, bah là, Euh, il arrive à la fin d'ailleurs. ouais, donc écoute, je n'ai Ouais. pas beaucoup d'espoir moi, pour Jalen Hardy, hein. Ouais. Bon, les gars, je voudrais vous féliciter. On a passé 53 minutes là de podcast. On a parlé à peine du trade. Pour préciser, je parle du trade de Luka Doncic et d'Anthony Davis. Mhm. Mais allez, un petit mot là-dessus quand même. Quentin, tu as digéré le trade là, dans ta tête là. Tu passes à autre chose ou tu es encore. Comment tu te sens? Non, non, non. Pas de. Non, pas digéré, pas digéré, pas pardonné. Donc,
Ça, Est-ce qu'il y a eu des infos, des nouvelles infos qui... nous, l'info que j'ai vu passer aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un petit peu léger, c'est le fait que au niveau de la prolongation, les Lakers se demandent, mais du coup, ça ne nous concerne pas vraiment. Est-ce que, la priorité, c'est vraiment que Luka signe une extension dès cet été avec eux et qu'en fait, ils sont pas totalement sûrs, parce qu'effectivement, il a jamais dit avant d'arriver aux Lakers qu'il était intéressé par les Lakers, qu'il avait un quelconque lien à part Kobe. Et surtout, en fait, Luka, on sait que le mec, il veut gagner. Il voulait gagner avec Dallas. Mais maintenant qu'il est plus à Dallas, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va se dire, bah oui, je vais rester à LA qu'une fois qu'il sera free agent. Il va peut-être vouloir choisir un projet qui soit bien plus compétitif. Donc là, il y a une grosse pression au niveau des Lakers pour qu'ils construisent une équipe qui puisse gagner rapidement avec Luka Doncic. Parce qu'on rappelle qu'il aura 26 ans, 26 je crois, quand il sera free agent l'an prochain. Donc il va être dans son prime et pour encore pas mal d'années à venir. Ça va se battre sévère au portillon pour le signer. Et du coup, voilà, très grosse pression sur les Lakers là-dessus. C'est les seules nouvelles qu'il y avait en ce qui nous concerne, parce que Mark Williams, bon, au final, c'est pas vraiment pour les Mavericks, c'est plutôt côté Luka. De notre côté, écoute, les nouvelles, c'est plus Anthony Davis. Le fait que aujourd'hui, on a eu une bonne nouvelle sur le fait que les progrès sont bons. Bon, les progrès, il se repose juste, hein, mais bon, du coup, il doit bien se reposer. Et donc, il pourrait revenir, il serait réévalué le 6 mars, d'ici 2 semaines. Donc, on peut compter avoir un Anthony Davis de retour autour du 10 mars. C'est quand même une très bonne nouvelle parce que ce qu'il nous a montré dans la première mi-temps face à Houston, je pense qu'on l'a tous en mémoire et c'était vraiment ultra kiffant. Moi, je dirais juste sur Luka que de la même façon qu'on disait qu'il a eu du mal un peu à reprendre, il a du mal quand même à débuter avec les Lakers. Alors, une nouvelle fois, c'est normal en fait. Tu as été arrêté, il t'a fallu du temps. Mais on le voit là sur ses premiers matchs, il a quand même du mal un peu à montrer, et c'est logique, le niveau de Luka MVP, ça prendra un peu de temps. Mais bon, je suis pas inquiet pour lui, hein. Mais je pense vraiment qu'il faut pas. On verra ce que vont donner les Lakers sur la deuxième partie de la saison. Mais c'est pas une évidence, tu vois, qu'ils vont se retrouver 4-5. Pour moi, ça va faire partie des équipes qui vont chuter. Ouais, ils ont le calendrier le plus dur, hein. Des 30 équipes NBA, le plus dur, c'est les Lakers. Ouais, puis ils ont un secteur intérieur qui me rappelle de Dallas Mavericks pendant pas mal d'années, hein. C'est-à-dire que Ouais. le désert absolu, quoi. Ou les Dallas Mavericks actuels. Oui, sauf que nous, ouais, ça c'est juste une question de Ouais. quelques semaines. Ouais, exactement. Bon les gars, dans notre émission preview de début de saison, on avait tous fait notre pronostic. On avait parlé des Mavericks avec beaucoup de victoires. Alors, je ne sais plus, si je les avais notées. Entre 52, moi j'étais à 52 victoires et Quentin ou Nico, je ne sais plus, vous étiez à 56 victoires. Bref, on était dans les sphères plus de 50 victoires et on avait tous dit qu'on était 3e ou 2e à l'Ouest. Alors vous avez une chance de changer votre pronostic. Là, c'est dans cette mi-saison. Et donc, je vais vous demander, il reste 26 matchs, où est-ce que vous voyez les Mavericks finir? Je ne vais pas vous demander leur bilan, mais plutôt leur position à l'Ouest. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Moi, je veux bien commencer et je Vas-y, dirais Nico. le grand positif que je suis, je dirais 6e place. Qui est ce qui me, je dirais pas que ça serait comblé, mais au moins éviter les play-in. Et quand je regarde un peu des équipes qui commencent à chuter et je vois encore ça reste relativement serré, c'est relatif, mais en tout cas vu le nombre de matchs restants, je pense que c'est tout à fait faisable. J'aurais pas le ultra optimiste de dire 4e, voire 5e, mais 6, je signe pour 6. Quentin? Ouais, le côté optimiste, effectivement, veut qu'on arrive à sortir du play-in et accrocher une 6e place. Pour être 6e, ça implique quand même de passer devant. Aujourd'hui, devant nous, dans les équipes que je vois tomber, il y a les Clippers, les Lakers, encore une fois, par rapport à la difficulté du calendrier. C'est vraiment les 2 équipes principales que je vois chuter, ce qui nous permettrait de passer 6e. Il y a aussi les Wolves, mais ça me semble moins probable, hein. Les Rockets, parce qu'en ce moment, ça va pas très bien, mais bon, je pense pas, qui pourraient aussi descendre. Mais vous voyez, ça fait quand même, sur ces 4 équipes-là, j'en vois que 2 vraiment qui pourraient descendre, et il en faut 2 pour que nous, on arrive à sortir du play-in. Donc c'est pour ça que Et je est-ce qu'il signe n'y a pas aujourd'hui. des équipes qui pourraient monter? Bah justement, les Kings, pour moi, non. Enfin, j'y crois toujours pas. Il y a des morts de Rosanne, vous connaissez mon avis dessus, même s'il nous a mis un buzzer beater. Les Warriors, j'aime bien l'addition de Butler, mais ils sont un petit peu derrière nous déjà. Et du coup, je ne pense pas qu'ils vont nous dépasser quand même. Les Suns, j'en parle pas. Donc, non, pour moi,
c'est vraiment au niveau des deux équipes de Los Angeles où il faut réussir à passer devant, voir pourquoi pas les Wolves aussi, s'ils ont une période de creux. Mais en tout cas, c'est vraiment pas dit qu'on arrive à sortir du play-in. Et si on doit rester dans le play-in, il faut absolument être 7 ou 8 pour se donner une chance d'éviter le Thunder au premier tour. Je me répète, cette équipe, je pense qu'elle peut battre. Donc maintenant, même en enlevant Luka et en ajoutant Eddy, elle peut battre tout le monde au premier tour. Il n'y a que deux équipes qui me font peur, c'est les Nuggets et le Thunder. D'ailleurs, je veux bien ton avis, Nico, par rapport à tes pronos de départ sur les équipes qui te font peur. Et du coup, je veux absolument éviter le Thunder au premier tour pour qu'on puisse se mettre en route lors du premier tour des playoffs, surtout si Lively il vient juste de revenir de blessure, pour qu'ensuite on puisse les avoir en demi ou en finale et se donner des vraies chances. Donc voilà, on va dire comme Nico, 6e, mais tu vois, un truc qui se joue au tie-breaker et qu'on soit égalité au bilan avec le 7e, un truc comme ça. Ouais, il va falloir l'arracher la 6e place quand même. Elle va Ouais. pas venir toute seule. Ça va se compliquer. Exactement. Après, en 2 mots, je me fais le constat quand même que derrière nous, c'est un peu l'hécatombe. Phoenix, a priori, c'est l'horreur absolue dans les relations avec les joueurs. Ouais. Il faudra qu'on commente un peu la rumeur. Une prochaine fois, on commentera la rumeur de Kevin Durant potentiellement aux Mavs, un truc qui devient un peu récurrent. Je ne sais pas si on doit prendre ça sérieusement, mais enfin, en tout cas, a priori, il y a pas mal de bruit dessus. Derrière, je n'y crois pas trop. Effectivement, moi, je vois les Lakers chuter. Et je pense que les Wolves, qui sont pas du tout au niveau que j'attendais, parce que la greffe de Julius Randle a pas du tout, mais alors du tout fonctionné. Et DiVincenzo, c'est à peine mieux. Mais je nous sens quand même capable d'arriver à la 6e place quand on aura notre équipe au complet et nos hallebardes défensives là, ça sera intéressant. Donc encore une fois, il faut être patient. Ça va aller mieux plus tard. Ouais, je me dis là, Quentin. Je dis juste un dernier truc. Je me dis juste que si je termine 2e ou 3e et que je me tape les Mavs au premier tour, je suis colère, moi. Ah bah oui. Parce que c'est l'équipe que t'as pas envie de jouer. Si elle revient en play-off avec l'effectif au complet, je dis putain, toute cette saison pour se taper les Mavs au premier tour, vraiment. C'est possible qu'on voit quelque chose qui s'est produit un petit peu ces dernières années qui est honteux. Si vous savez, quand tu as les équipes qui sont classées haut et qui vont tanker pendant 1 ou 2 matchs, souvent le dernier quand même, pour éviter tel ou tel adversaire. Je me souviens des Clippers qui avaient fait exprès de perdre pour se retrouver face à nous, les Mavs, il y a genre 5 ans, ou l'an dernier, les Cavs qui ont fait une prestation honteuse, et je ne sais pas s'il y a des fans des Cavs qui nous écoutent, mais le dernier match de la saison régulière des Cavs, je crois que c'est face à Charlotte, c'est une honte absolue, parce qu'ils voulaient éviter Boston au premier tour, je crois que c'était Boston, je ne sais plus, où ils voulaient choper Orlando au premier tour, c'est ça, choper Orlando, mais bref, c'est pas impossible qu'une des équipes fasse ça pour ne pas tomber face à nos Mavs au premier tour, parce qu'on est l'équipe qui va faire le plus peur aux équipes d'en haut, et OKC est en première position. OKC, et les fans me l'ont confirmé sur Twitter, ils sont en confiance, mais 100% face à toutes les équipes de l'Ouest, et ils ont bien raison, il y a une équipe qui leur fait peur, c'est l'équipe contre qui ils sont à 1 victoire et 3 défaites cette saison, c'est nous, les Dallas Mavericks. Donc, effectivement, nous, on fait nos calculs de classement, il y a des gars qui sont en haut au-dessus de nous, ils vont regarder en espérant nous éviter. Moi, je veux juste rajouter un petit truc sur cette fin de saison, parce qu'effectivement, Barney, il va falloir être patient, comme tu dis. Dante Exum, je te regarde de très près. Ton retour arrive au moment parfait, avec la perte de Luka Doncic. Et s'il peut avoir le niveau qu'il nous a proposé là, sur ces derniers matchs, s'il peut le continuer jusqu'en avril, ça va être très, très important, parce que Kyrie va devoir jouer 40 minutes à tous les matchs si on veut être une équipe qui soit forte. Et avoir un Exum performant va être crucial pour que cette équipe elle puisse reposer Kyrie et continuer à proposer offensivement à la création pour lui et pour les autres joueurs. Voilà. Le prochain match des Mavericks, c'est vendredi. Tu l'as dit, Quentin, tout à l'heure, le 4 mars. C'est un peu une ligne de mire où on va réévaluer nos pivots, c'est-à-dire 6 mars, pardon. Ouais, dans 2 semaines. Daniel Gafford, Anthony Davis et Derek Lively. C'est ça. Donc, on va avoir des informations sur comment va se passer la fin de saison. À ce moment-là, on pourra peut-être se dire que la saison est terminée, ou alors, moi, je suis assez pessimiste, honnêtement. Mais bon, ah ouais je me dis, pour les 3, en gros. Mais bon, ah non. Ouais. Non, pour Gafford, peut-être. Gafford ou Lively, peut-être. Mais Davis, vraiment, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que c'est positif. Normalement, il devrait revenir, mais même, il devrait faire au moins un match de saison régulière. Par contre, effectivement, Gafford et Lively, on marche sur des œufs, et ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si Davis revient,
juste Anthony Davis et le niveau qu'il a proposé aux Lakers en première partie de saison suffiront à l'équipe pour rester compétitive. Donc on espère que les nouvelles soient bonnes pour Gafford et Lively. Ouais, et PJ Washington qui a priori revient sous très peu. On ne sait pas si c'est vendredi ou juste après. En tout cas, du coup, on aurait 4-5 en fait. C'est ça, parce qu'on a signé Moses Brown aujourd'hui. Et honnêtement, on a vraiment hâte qu'il parte. Parce que pour ceux qui se souviennent des années, enfin des matchs de Moses Brown en 2022, je crois, c'était vraiment, vraiment pas ça. Il m'a fait 2m18, mais c'est la seule qualité qu'il a. Donc vite, revenez, nos amis Daniel, Derek et Anthony. Donc là, en fait, il y a 7 matchs entre maintenant et le 6 mars. Et ça va être très intéressant de voir comment les Mavericks vont pouvoir se débrouiller. Le calendrier n'est pas si mauvais que ça. Les équipes sont pas folles. Alors, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, les Lakers, les Hornets. Bon, il y a les Bucks 2 fois, ça c'est compliqué, mais les Kings, bon, on peut les prendre. En gros, les Mavs peuvent essayer de se maintenir peut-être à l'équilibre pendant ces 7 prochains matchs. Totalement. Le match face aux Lakers va être très spécial. Donc c'est à LA, pas à Dallas. Dallas, ça sera en avril, où ça sera un match de fou. Mais c'est le bon moment pour prendre les Lakers. On voit que Luka a beaucoup de mal à revenir. Ils n'ont pas de secteur intérieur, etc. Et les autres adversaires, comme tu as dit, c'est prenable. Il faut viser, je dirais, 4 victoires quand même, parce que les Pelicans, ça sombre, etc. Donc 4 victoires, ça serait bien. Mais puis autour du 10 mars, on affronte 2 fois les Spurs en 2 jours, qui du coup, Victor est out jusqu'à la fin de saison. Le calendrier est quand même relativement facile face à certains de nos concurrents. Donc, il va falloir les prendre. Maintenant, tous les matchs sont super importants. Il n'en reste pas tant que ça. Tu l'as dit, 26. On n'a plus trop le droit à l'erreur. Les matchs comme les Pelicans où on perd à cause de l'arbitre, il ne faut plus que ça se reproduise. Après, je pense on est tellement avancé dans la saison là que des équipes typiquement comme les Pelicans ou les Hornets, leur intérêt de gagner commence vraiment à baisser là. Donc la course pour le Cooper Flag va devenir de plus en plus intense pour voir ça dans l'autre sens. Donc, je pense que les équipes qui ont intérêt de perdre vont peut-être pas s'exciter pour gagner. C'est ça, il y a une grosse compète entre Hornets, Jazz et Pelicans pour être le deuxième pire bilan de la ligue. Les Wizards, ils sont indétrônables, mais on rappelle que le premier, le deuxième et le troisième, ils ont le même pourcentage de chances de choper Cooper Flag, donc ça risque d'être succulent ce genre de tanking, et j'espère qu'on aura des tankers, ça permet à nos gars de se reposer sur certains matchs, ça va être toujours du bien. Ça tombe bien parce que sur les 3 équipes que tu as citées, on en joue 2 là. Donc, on va espérer qu'ils ont déjà profité du All-Star Game pour changer le mindset et de se dire on n'a plus trop envie de gagner des matchs. Ça serait bien de perdre un petit peu. C'est ça. Même si vous vous souvenez de cette double confrontation face à Charlotte lors de l'année du trade de Kyrie, qui en fait, ça change tout. C'est le shift où on se dit, bon, allez, on tank. Parce qu'on a réussi à perdre en back-to-back face à Charlotte qui tank. Ça nous a amené Derek Lively, mais voilà, on va pas trop les sous-estimer. Ouais, et un dernier mot, je ne sais pas si Cooper Flag, on peut vraiment lui souhaiter d'atterrir aux Wizards ou aux Hornets. Ça ressemble quand même pas ça ressemble à un tracteur de première catégorie. Ouais. Mais par contre, il y a un monde, et j'espère vraiment pas que c'est celui-là, où les Spurs descendent au classement et ils chopent Cooper Flag. Et dans ce cas-là, la conférence Ouest, on est baisé pendant les 10 prochaines années. Donc j'espère vraiment que le frérot, parce qu'il a l'air très très fort, il va aller gentiment dans la conférence Est et il va nous laisser tranquille parce qu'on a déjà Victor qui va nous embêter lors des années à venir. Les gars, 1h07 pour ce podcast. Un bilan de mi-saison bien rempli. Merci pour tous vos commentaires. Allez, c'est vrai, on a hâte que la saison reprenne vendredi. T'as un truc à dire, Quentin? Ouais, un dernier mot quand même, parce qu'il me semble qu'on n'en a pas parlé, et au final, le frérot, il est là depuis plus de 10 ans. C'est pour moi la définition d'un Mavericks. Dwight Powell, j'espère qu'il devrait revenir rapidement. Je suis toujours, du coup, c'est mon côté émotif, je suis content qu'il soit là. Les quelques matchs qu'il a joué, il s'est donné à fond et pas du tout surpris de lui, même si physiquement, il est quand même globalement finito. Je voulais juste dire un petit mot pour lui parce qu'il est toujours là, mine de rien, c'est tout ce qui reste un peu de la période Nowitzki maintenant. Et puis merci à Maxi Kleber pour les années qu'il a fait. On n'en a pas trop parlé aussi parce qu'il était beaucoup blessé, mais c'est un joueur qui est dans la même ville que Nowitzki, qui est là depuis très longtemps. Il n'a pas été tradé, il a eu une super histoire avec les Dallas Mavericks. Je pense que son histoire NBA est quasiment terminée, mais je voulais aussi avoir un mot pour lui. On n'a plus d'Européens dans l'équipe maintenant, mais il nous aura fait tous kiffer. Même Nico, qui des fois était un peu énervé face à Maxi, je pense qu'on garde quand même tous des très bons souvenirs de Maxi à Dallas, sa série face au Jazz, le match de ouf à 3 points. Est-ce que tu as un maillot de Maxi Kleber ou un maillot de Dwight Powell, Quentin? Les deux. Ah, t'as les deux. Les deux. Ouais. En même temps, ce que vous ne savez pas, c'est que Quentin a environ 75 000 maillots. Donc c'est pour ça aussi, à un moment, tu as tous les joueurs de l'effectif. Je pense que tu n'as pas Salamagerie, non?
Non, non, j'ai pas Salamé, mais maintenant, il doit être Paul. Non, doit être Paul, il fait partie des maillots actifs que j'ai. Il en reste plus beaucoup des joueurs de l'effectif. J'ai Kyrie, Lively, Thompson et Paolo, ça fait 4 quand même. Enfin bref, voilà, je voulais un petit mot pour ces deux joueurs. On n'a pas parlé de Jason Kidd, mais en vrai, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Jason Kidd. On est habitué au personnage. Moi, juste un dernier mot. Je ne pense pas que Maxi Kleber, là, il va terminer son joli contrat, là. Mais je ne serais pas étonné que, allez, on le récupère à Maxi Kleber dans une dernière année au salaire minimum ou ce genre de truc, tu vois. Il est tellement attaché à la franchise. Ok. Le lien avec, c'est un truc qu'on pourrait imaginer, tu sais, en agitateur de serviettes pour ces dernières années. Ok les gars, merci. On se donne rendez-vous vendredi pour la rencontre contre les Pelicans. 8h30, heure de... Alors je sais jamais les heures. Bon, c'est la nuit pour les Européens. Pour nous, c'est vendredi soir. Je vous souhaite une bonne semaine. On se dit à la prochaine. Ouais, et puis on a les Warriors 21h30 dimanche soir. Gros match. Dallas Mavericks, Golden State Warriors à 21h30. Retraite de Iguodala, du maillot de Iguodala. Donc ça sera un beau truc à regarder en direct pour nous autres fans européens. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao. La NBA reprend, ça fait plaisir quand même. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Allez, salut les amis.